Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Remise officielle du projet de nouvelle constitution au chef de l'État. À quelques jours de la cérémonie, le Conseil national de la transition multiplie les actions sur le terrain. Ce mardi, une délégation s'est entretenue avec les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. Objectif, mobiliser massivement les citoyens pour cette étape importante du processus de transition. C'est un fait divers qui choque l'opinion à Kindia. Fatoumata Doucouré, plus connue sous le nom de Mama Doucouré, est accusée d'enlèvement d'un bébé alors qu'elle semblait avoir tout prévu. Un événement tragique est venu bouleverser son plan. Le bébé enlevé a perdu la vie dans des circonstances encore non élucidées. Les détails dans ce journal. Et puis, le handicap n'est pas une fatalité. Quand la passion domine, pour le comprendre, nous vous amènerons à la rencontre d'un non-voyant, mais entraîneur d'une équipe de football et maître coranique à la fois. Ne vous étonnez surtout pas, vous allez le voir dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Dans le cadre de la cérémonie de remise officielle du projet de loi de la nouvelle Constitution, une délégation du Conseil national de la transition a rencontré ce mardi 24 juin 2025 les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 au centre des débats. La mobilisation des citoyens autour de la cérémonie, chacun en ce qui le concerne s'est engagé à contribuer de façon significative à sensibiliser les citoyens pour prendre part à la rencontre. Ansou Baïle-Baldé. La délégation du Conseil national de la transition était dirigée par le directeur de cabinet du président Dansa Kourouma. Les émissaires de l'organe transitoire ont transmis la demande du CNT, celle de l'aider à mobiliser les citoyens pour la remise officielle du projet de loi de la nouvelle constitution. Nos attentes au niveau du Synergie, c'est de nous aider à mobiliser toute la Guinée. Parce que hier, dans une réunion, le président du Conseil national de la transition a désigné cette délégation d'aller rencontrer monsieur le ministre Makanera, voilà, pour qu'il puisse nous aider dans ce sens en mobilisant tous les mouvements de soutien sur tout le temps du territoire national pour que cet événement soit un événement jamais vu en Guinée. La délégation du Conseil national de la transition et la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025, chaque parti trouve l'intérêt d'accompagner cette initiative de l'organe transitoire. Dans sa prise de parole, Al-Hussein Makanera Kake, coordinateur national de la SGMD 25, promet son implication sans faille pour la mobilisation grandiose des mouvements de soutien et les autres citoyens à cet effet. Absolument. Nous avons dit à la délégation, même si elle n'était pas venue ici, nous on a mis déjà un directoire, non seulement pour mobiliser massivement les Guinéens pour la remise. Pour nous, c'est 98% des Guinéens doivent être présents pour la remise. Et au-delà de la remise, il faudrait que les Guinéens, 90%, soient là pour voter le référendum. Personne ne restera derrière. Parce que pour nous, c'est un test. Nous devons plébisciter le président de la République et le plébiscite commence par l'adoption de la Constitution. La synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 compte en son sein plusieurs mouvements de soutien aux actions de la transition et de son président. La cérémonie de la remise officielle du projet de loi de la nouvelle constitution est programmée pour le 28 juin prochain au Palais du Peuple de Conakry. Il faut dire que cette cérémonie officielle de remise du projet de nouvelle constitution prévue ce 28 juin 2025 a été décalée pour le jeudi 26 juin 2025 au Palais Mohamed V pour des raisons liées à l'agenda institutionnel. La cérémonie prévue le 28 juin reste tout de même maintenue mais change de format.
Et puis, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, s'est rendu ce mardi 24 juin 2025 au siège du barreau de Guinée à Conakry pour témoigner son soutien aux avocats du pays. Cette démarche fait suite à l'enlèvement la semaine dernière de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier. La délégation du SPPG était conduite par son secrétaire général Sékou Jamal Pendessa. Dibabari et Bangali Kamara, reportage. Ils sont venus apporter leur soutien au Conseil de l'Ordre de Guinée ce mardi à Conakry. Sékou Jamal Pendessa et sa suite ont condamné l'enlèvement la semaine dernière du maître Mohamed Traoré, avocat et ancien bâtonnier. Et ceux qui ont agi ainsi, nous leur rappelons qu'ils n'ont pas rendu service ni à la population, parce que la population a toujours besoin des avocats, une fois qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas rendu service à l'État, parce que même l'État, bien que c'est le plus fort dans un pays, a besoin des avocats. Donc, et si ce sont des bandits qui ont agi ainsi, ils n'ont pas rendu service aux gangs et à eux-mêmes, parce que le jour où ils seront interpellés dans le cadre de ce dossier, ce sont des avocats qui vont les défendre encore. Les avocats qui vont constituer ne diront pas que puisque vous êtes attaqué à un avocat, on ne va pas vous défendre. Vous voyez la noblesse de leur métier, l'importance de leur rôle dans une nation. Autrement dit, tout le monde a besoin des avocats, a besoin du barreau. Donc nous réitérons ce soutien, notre esprit de solidarité au barreau de Guinée. La délégation syndicale de la presse a été reçue par le bâtonnier par intérim. Après échange, Maître Faya Gabriel Kamano s'est réjoui de cette marque de soutien apportée au barreau de Guinée. Le barreau est très content, très satisfait de recevoir la visite de M. le secrétaire général de la presse, qui est venu avec sa délégation au nom de toute la presse guinéenne. Mais cependant, le barreau n'est pas surpris de cette visite. Nous savons que, nonobstant quelques moments de contradiction que nous pouvons avoir entre nous les uns et les autres, nous avons toujours eu les mêmes objectifs, c'est-à-dire la lutte pour la promotion de l'état de droit, le respect des libertés individuelles, mais aussi la promotion de la démocratie. Après l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré, le barreau de Guinée a annoncé le boycott des audiences dans les cours et tribunaux pour une période de 2 semaines en signe de protestation. Pendant ce temps, le parquet général de Conakry dit avoir pris acte de cette décision et a annoncé l'ouverture des enquêtes pour retrouver les auteurs de l'acte. C'est dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce lundi. Je vous le disais en titre, c'est un fait divers qui suscite l'indignation à Kindia. Fatoumata Doucouré, connue sous le nom de Mama Doucouré, est accusée d'avoir enlevé un bébé alors qu'elle semblait avoir tout préparé. Un drame est venu bouleverser son plan. L'enfant enlevé a trouvé la mort dans des circonstances encore non élucidées. Elle a été présentée à la presse ce mardi. Suivez les explications au micro de notre correspondant Siba Toupouvogi. Avons été informés de l'enlèvement d'un nouveau-né de moins de 2 mois dans le secteur d'Orneria, district de Kaliawari, commune rurale de Lambagania, préfecture de Kindia. Aussitôt, monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia a été informé des faits et une équipe d'officiers de police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour des fins de constatation. Après le constat, les occupants de la maison ainsi que les personnes qui ont rendu visite à la maman du bébé enlevé au moment des faits sont tous invités à la brigade de recherche pour les auditions. Parmi eux, la dénommée Fatoumata Doucouré, alias Mama Doucouré, a intéressé nos enquêtes. Celle-ci, se disant être en grossesse et reflétant l'apparence d'une femme en état de famille, est mise à la disposition de sa grande sœur pour revenir le lundi 15 juin 2025 à 9h. Le dimanche 14 juin 2025, nous apprenons la fuite de Mama Doucouré qui est injoignable sur son numéro. Suite à nos enquêtes,
Cette femme est localisée à Dabola, précisément à Hamdallah 3 et à Saourou, où elle a été interpellée après une synergie d'action entre la brigade de recherche de Kindia et les gendarmes de Dabola. Dans un autre cadre, le recensement biométrique des Guinéens de l'étranger a démarré et se déroule activement en France. Malgré un fort engouement, le processus se passe sans incident majeur. Une organisation bien perçue par de nombreux ressortissants guinéens établis sur le sol français. Khadija Kaba et Alia Bondi-Conté nous en disent plus. Cela fait maintenant 2 semaines que les Guinéens résidant en France participent au recensement biométrique, une étape essentielle pour exercer leur droit de vote. Un acte salutaire pour la présidente du Conseil national des jeunes Guinéens en France. Il y a du monde, on est vachement très nombreux en Île-de-France, notamment dans toute la France entièrement. Ce que je demanderais vraiment étant au sein de la commission de recensement à vocation d'état civil, je demanderais une prolongation de cette date afin que tout un chacun, tous les Guinéens puissent être enregistrés dans ce fichier électoral et dans ce fichier d'état civil en fait, qui est vraiment très important et qui sera à vocation d'état civil. Malgré l'engouement autour de ce recensement biométrique, les agents recenseurs sont confrontés à des difficultés d'ordre technique et sécuritaire. Bon, les difficultés, il y en a eu beaucoup, et surtout sur le plan technique, organisationnel, sur le plan sécuritaire aussi. Mais nous, en tant que communauté, la solidarité règne surtout, et sur toute l'activité, on essaie de s'adapter. Au fur et à mesure, on trouve des solutions, on évolue. Parmi les citoyens venus se faire enrôler, Ella Mohamed explique les étapes qu'il a dû suivre pour remplir son devoir citoyen. Les démarches, moi j'ai réuni tous mes papiers et je me suis présenté et puis voilà, tout se passe bien. Oui, mais vous êtes venu ici à quelle heure? Moi j'étais là à la veille même, depuis vendredi à midi, je suis resté jusqu'à 1h. Après 1h, les machines se sont éteintes et ils nous ont dit qu'ils ne travaillent pas samedi et dimanche. Raison pour laquelle je suis revenu aujourd'hui matin. Le recensement biométrique est un élément crucial de la démocratie en Guinée. En France, la communauté engagée démontre qu'en dépit des obstacles, la participation active des citoyens reste essentielle. À présent, partons à la découverte de non-voyants animés par une passion pour le football. Entraîneur et maître coranique, son objectif est d'encadrer et de transmettre sa connaissance à ses enfants. Au-delà de son handicap, déterminé à surmonter les obstacles, il fait de ses limites une force. Bangali Camara s'est intéressé à son quotidien. C'est un reportage à grand format. C'est au stade de Bonfi que nous rencontrons Aboubakar Camara. La vingtaine est malvoyant. Il brise la barrière de l'obscurité. Passionné de football, il vit son rêve sur le terrain. Entouré de jeunes qu'il entraîne avec rigueur, il donne des consignes, guide ses joueurs et les encourage comme pour prouver que le football, c'est d'abord une affaire de cœur et d'âme. Depuis ma collaboration avec ces enfants a commencé dans mon centre coranique. Mais à chaque fois qu'ils venaient en retard, ils me répondaient toujours qu'ils étaient au terrain. Ce qui m'a poussé aussi, après plusieurs réflexions, de créer cette équipe de football pour qu'ils soient auprès de moi et que je puisse bien les contrôler. Malgré sa cécité, il s'est donné pour mission d'éduquer ses enfants avec beaucoup de courage. Sans aucune formation académique ni d'expérience professionnelle, Aboubakar se sert de son intuition, des conseils et de l'assistance pour arriver au bout de ses efforts. C'est moi qui contrôle les entraînements de ces enfants, et cela par l'aide de mon grand frère, un ancien footballeur qui m'explique comment on fait les classements.
Curieux et enthousiasmés, ses collaborateurs ne manquent pas de mots pour décrire son courage et sa détermination. Je l'ai vu une fois au stade de Beauviterrain, quand je m'entraîne avec mes jeunes ici. Souvent, il vient à côté de moi et puis il parle. Mais moi, je pense, il voit, alors qu'il ne voit pas. Donc après, en même temps, il maîtrise les jeunes qui se comprennent. Donc, il n'aime pas qu'on vienne sale ou désordonné, sinon il te sanctionne. À 18h, de l'entraîneur, Aboubakar Kamara devient maître coranique. Dans cette petite mosquée de cette concession, Aboubakar transmet gratuitement les enseignements du Coran. Il guide la prière, enseigne les versets et prêche la parole de Dieu. J'ai créé cette madrasa avec un ami qui m'a malheureusement abandonné. Ici, je ne demande rien aux enfants. Seulement ceux qui viennent ne payent que le prix du Coran sur lequel ils apprennent. Je le fais pour que Dieu me récompense un jour. Apprécié de tous, il bénéficie de l'attention particulière du voisinage. Aboubakar est très bon pour nous ici. Il a commencé avec un petit nombre. Aujourd'hui, son courage et sa détermination pour donner de la connaissance aux enfants sans rien demander en retour font que le nombre a vraiment augmenté. Ici, il est plus d'un apport inestimable, car c'est lui qui dirige la prière dans cette mosquée qui se remplit pendant le Ramadan. Seul Dieu peut lui faire la récompense. Surtout pour aller plus loin, c'est un infirme. Et c'est ce qui est étonnant. Il est malvoyant. Et malgré cela, il n'a pas choisi de mendier. Il a juste choisi de contribuer, partager ce qu'il a reçu comme savoir à travers l'islam, à travers le Coran. Privé de la vue depuis la naissance, Aboubakar a construit seul son parcours. Aujourd'hui, il rêve d'élargir sa connaissance et d'améliorer les conditions d'encadrement de ses enfants pour que chacun ait sa place, peu importe sa condition. Je demande de l'aide aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Mon souhait est d'élargir ma connaissance pour que je puisse bien servir les citoyens. Et j'en appelle aux parents pendant ces vacances de prendre leurs enfants et les amener dans les madrasas. Car si nous passons tout notre temps à chercher le quotidien sur cette terre, il ne faudrait pas que nous oublions aussi de penser à l'au-delà. Donc, on a massé nitimane dimmede birina langira anun dimmede ngeno babe ira courage tongo ira dimme benyi markazi rasge sakaran. Aujourd'hui, il continue son combat, former, instruire et encadrer. Il rêve d'un soutien institutionnel de personnes de bonne volonté pour sa formation et celui de ses jeunes. Sur le terrain ou à la madrasa, Aboubakar Kamara est un non-voyant mais clairvoyant. Place au sport, la 24e journée de Ligue 1 guinéenne a livré son lot d'émotions et de rebondissements du classico électrique entre le Orea et l'AS Kaloum à la large victoire du Milo FC à Kankan en passant par la victoire de Sor après 114 jours. Des clubs relancés, d'autres qui confirment et certains qui sombrent peu à peu. Les principaux résultats avec Germaine Manzari. Déjà sacré champion, le Orea AC a confirmé sa suprématie en remportant le Classico face à son éternel rival, l'AS Kaloum, 1-0. À Kankan, le Milo FC a mis fin à une série de défaites en s'imposant largement face à Guinée Foot Elite. 5-2, les Bleus et Blancs ont réagi avec autorité. Sor Academy a enfin renoué avec la victoire en championnat ce dimanche en s'imposant sur la plus petite des marches 1-0 face à la RCCK. Sor Academy met ainsi fin à une série noire de 14 matchs consécutifs sans victoire en championnat. Le Afia Football Club s'éloigne de son objectif majeur, décrocher une place qualificative pour une campagne africaine la saison prochaine. Ce lundi soir, au stade Petit Sori de Nongo, les Verts et Blancs de Dixine ont été sérieusement mis en difficulté, avec une équipe de la Flamme olympique très déterminée. Score final 1-1.
L'Ashanti Golden Boy de Sigiri s'offre une précieuse victoire ce lundi soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1 guinéenne. La Saga a dominé le CIK 2-0 au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan. Au stade de Koléa, le Wakria AC a sorti l'un des meilleurs matchs de sa saison. Face à un adversaire considéré comme la surprise de cette saison, le club de Bouquet n'a pas tremblé et a même corrigé la Renaissance sur le score de 4-0. De son côté, l'association sportive des mineurs de Sangaridi a également fait un grand pas vers le maintien. Après une défaite frustrante contre le CIK lors du derby de Kakandé, l'ASM s'est reprise face à Louba FC 2-1 au stade de l'Amitié de Kamsar. Au classement général, le Orea AC reste le leader incontestable avec 52 points. Le Afia FC et le FC Renaissance se tiennent coude à coude avec 39 points chacun. En bas du tableau, le Louba FC reste dans la zone de relégation et Sor Academy est déjà relégué à Ligue 2. Dans le reste de l'actualité, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, est en visite officielle à Moscou depuis ce dimanche 22 juin 2025, invité par son homologue russe Vladimir Poutine. Il séjournera plusieurs jours en Russie. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre Bamako et Moscou, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du transport. Mohamed Lamine Dafé. Le colonel Assimi Goïta a entamé une visite officielle en Russie ce dimanche 22 juin, dans un contexte marqué par une montée en puissance des attaques djihadistes au Mali, où l'insécurité reste très présente. Ce déplacement intervient peu après l'annonce du retrait du groupe paramilitaire russe Wagner, actif au Mali depuis 2021. Ce dernier est désormais remplacé par Africa Corps, une structure placée sous l'autorité directe du ministère russe de la Défense. Depuis la rupture avec l'ancienne puissance coloniale française, les autorités de transition maliennes ont réorienté leur coopération stratégique avec la Russie, tant sur le plan militaire que politique. Alors que les attaques se multiplient ces dernières semaines, visant notamment des camps militaires et des postes de contrôle, cette visite qui se poursuivra jusqu'au 26 juin permettra d'aborder des questions clés liées à la sécurité, à l'approvisionnement, à l'énergie et aux infrastructures de transport. Et pour finir, les États-Unis ont annoncé ce mardi 24 juin l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël. Dans la foulée, les autorités israéliennes ont dit avoir accepté la proposition américaine tout en avertissant que leur pays réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu avec l'Iran. Mamadou Tanouba. C'est le président américain lui-même qui a annoncé ce mardi matin un cessez-le-feu entre Israël et Iran sur son réseau social. Le gouvernement israélien a aussitôt annoncé avoir accepté la proposition de Donald Trump d'un cessez-le-feu bilatéral avec Téhéran en affirmant avoir atteint tous les objectifs de sa guerre contre l'Iran. Israël a éliminé une double menace existentielle immédiate, nucléaire et balistique, s'est félicité dans un communiqué le gouvernement Netanyahou qui a remercié Trump et les États-Unis pour leur soutien en matière de défense et leur participation à l'élimination de la menace nucléaire iranienne. Le gouvernement israélien a cependant prévenu qu'il réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu. L'Iran semble de son côté également partant pour une fin des hostilités. Le communiqué du Conseil de sécurité nationale iranien parle d'une victoire et d'un triomphe qui a forcé l'ennemi à regretter, accepter la défaite et unilatéralement cesser son agression. L'Iran ne fait aucune confiance aux ennemis et garde le doigt sur la gâchette pour une riposte décisive et qui fera regretter à quiconque lance une agression contre lui. La télévision iranienne a pour sa part indiqué que le cessez-le-feu était entré en vigueur à 6 heures. L'armée israélienne va riposter avec force à la violation du cessez-le-feu par Iran, a annoncé Tel Aviv. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.